Bon, alors bonjour à toutes. C'est la dernière table ronde, la dernière plénière de l'école climatique. Merci de vous être réveillés à l'heure, puisque la semaine a été dure. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir deux nouvelles personnes, donc Catherine Eranet, qui est directrice du CIDFF, et Nathalie Saint-Denis, qui est directrice de l'AVIGE, et puis une troisième personne qui va bientôt arriver, Pascal Hoffman, qui est gynécologue. Donc l'idée dans cette table ronde, c'était de reprendre un peu certains des thèmes qu'on avait déjà abordés au cours de l'école thématique, notamment les liens entre les différentes formes de violence, mais aussi les transformations des problèmes liés aux violences sexuelles, violences conjugales, etc., à travers l'institutionnalisation de ces questions, et voir aussi comment le développement de l'action publique avait un effet, notamment localement, sur les associations. Donc l'idée, on avait voulu justement faire en sorte d'avoir des associations de terrain, locales, qui pouvaient nous présenter leur travail, leur métier, pour donner un autre regard aussi sur les questions qu'on a pu discuter aujourd'hui. On va commencer d'abord par un petit tour de table. Pour que vous puissiez vous présenter, que vous présentiez votre structure, et puis après on reviendra sur d'autres questions. Et il y aura un temps d'échange et de questions à l'issue de la table. Voilà. Merci beaucoup d'être là. Bonjour à toutes, donc, je suis Catherine Eranet, je suis la directrice du CIDF Rhône-Arc-Alpin, donc le centre d'information sur les droits des femmes et des familles, qui a 4 départements, donc qui est un CIDF atypique, puisque normalement un CIDF est départemental. Et donc nous intervenons sur les départements du Rhône, de l'Isère et des Deux-Savoie. Donc je rappelle ce qu'est le CIDF. Je pense que vu vos thématiques, ça doit être un acteur que vous devez avoir rencontré à un moment donné. Donc nous sommes une structure associative née d'une volonté politique de l'État, avec une première ouverture en 1972 dans une annexe de Matignon, donc voilà, une proximité avec l'État importante. Et donc nous fêtons cette année les 50 ans du réseau. Le projet associatif des CIDF, c'est la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a 50 ans, ce projet associatif avait une certaine déclinaison. Aujourd'hui, il en a une qui est un tout petit peu différente, puisque forcément, 50 ans, ça bouge. Le principe, c'est de promouvoir cette égalité entre les femmes et les hommes, d'une part par l'accès aux droits. Sans connaissance de ces droits, sans savoir ce qu'il est possible de faire, de ne pas faire, les droits et les devoirs, pour nous, il est difficile d'être une citoyenne engagée. Donc, du coup, l'accès aux droits. Et les CIDF sont labellisés par l'État, agréés par l'État, sur cette thématique-là d'accès aux droits. Et on retrouve cette définition dans le Code de l'action sociale qui évoque que les CIDF informent tout public, et notamment les femmes, sur un certain nombre de sujets. Bon. L'accès aux droits est une chose. L'autre pendant, c'est que la citoyenneté, c'est bien, mais il faut pouvoir avoir une autonomie économique. Et donc, le deuxième volet, c'est l'accompagnement et une autonomie économique, sociale et donc professionnelle et personnelle des femmes, avec d'une part le retour à l'emploi ou l'entrepreneuriat, et après on pourra y revenir, mais aussi ce qui peut freiner le retour à l'emploi, ce qu'on appelle la levée des freins périphériques, hein, c'est toutes les questions autour de la vie personnelle et familiale. Et puis l'autre champ, c'est la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc nous, on est bien positionnés sur les violences sexistes et sexuelles et pas uniquement sur la question des violences conjugales et intrafamiliales. Une dernière action en direction des jeunes sur toutes les actions égalité, citoyenneté, parce qu'il y a un vrai enjeu sur les plus jeunes à travailler ces questions-là. Les CIDF sont présents dans tous les départements. La particularité de notre CIDF, c'est que nous avons un périmètre géographique de 4 départements. Je disais le Rhône, l'Isère et les Deux-Savoie. Nous sommes 75 salariés, donc nous sommes le plus gros CIDF et de loin, parce que, et je reviendrai sur l'impact des politiques publiques, parce qu'à un moment donné, les politiques publiques ou l'absence de politiques publiques sur ces questions-là
ou des orientations de ces politiques publiques ont amené le CIDF de l'Isère à fermer, le CIDF de Savoie à être en cessation de paiement. Et donc, du coup, il y a eu une restructuration et nous avons fusionné les 4 territoires. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, je suis Nathalie Saint-Denis. Je suis la directrice opérationnelle de l'association Avige des Savoies. Donc Avige pour aide aux victimes et intervention judiciaire. L'Avige des Savoies est une association bidépartementale qui intervient sur le ressort de la Cour d'appel de Chambéry. Alors de façon plus précise, donc, elle intervient au profit des juridictions qui sont situées sur ce territoire, sur les territoires de Savoie et de Haute-Savoie. Donc à savoir les tribunaux judiciaires de Thonon-les-Bains, Bonneville, Annecy, Albertville et Chambéry. Voilà, pour la compétence territoriale. Donc, comme je l'ai dit, on intervient au profit des juridictions. Donc, on a une association judiciaire qui s'est vue attribuer comme mission de prendre en charge de prime abord les victimes en général. Et plus particulièrement les victimes de violences conjugales pour tout ce qui a trait à la mise en protection de ces victimes au travers de la remise des dispositifs téléphone grave danger et bracelets anti-rapprochement qui se fait en collaboration avec les parquets des juridictions. Donc c'est là notre spécificité dans la prise en charge de ces victimes. À côté de ça, on a aussi une compétence particulière pour l'évaluation des situations de ces victimes dans le cadre de procédures un petit peu complexes suite à des dépôts de plainte. Voilà. Après, on intervient aussi de façon plus large à la demande d'une victime. Sur saisine d'autres associations, donc ça peut être le CIDFF. Il faut savoir que dans la prise en charge des victimes de violences conjugales, de violences intrafamiliales ou de violences sexuelles, le travail en réseau est indispensable pour une prise en charge complète et un accompagnement juste et bénéfique pour ces victimes. Voilà. Par ailleurs, on a à connaître également la thématique des violences conjugales intrafamiliales sous le prisme de l'auteur, puisque notre association a également une mission qui lui est dévolue. Alors, c'est des services bien distincts. Les intervenants qui prennent en charge les victimes ne prennent pas en charge les auteurs. Notre association donc, peut être mandatée par les autorités judiciaires pour accompagner les auteurs dans le cadre de différentes mesures, notamment dans des suivis socio-judiciaires éducatifs, dans le cadre de stages de responsabilisation aux violences conjugales qui peuvent être prononcés au titre de sanctions pénales. Voilà, donc on a, on va dire, une vision double de cette problématique. Elle est d'autant plus complète qu'on a également un champ d'intervention en matière familiale, puisqu'on peut être également saisi par les juges aux affaires familiales pour investiguer au sein des familles, pour évaluer un petit peu les conditions de vie des enfants, pour auditionner les enfants. Et on gère également un espace, un lieu neutre, un espace de rencontre parents-enfants, qui peuvent avoir été exposés à des violences conjugales et au cours duquel, enfin, suite à ces violences, il y a pu y avoir une rupture de lien entre un parent et un enfant, ce qui justifie du coup la mise en place d'un cadre particulier pour que les enfants rencontrent leurs parents avec un accompagnement. Alors je le mets entre guillemets parce qu'il y a des subtilités entre le juge des affaires familiales et le juge des enfants. Voilà, après on va rentrer dans les choses plus précises, mais voilà. Donc notre association, l'Avige des Savoies, est une association judiciaire qui a une compétence à l'égard des victimes, à l'égard des auteurs et à l'égard des familles, ce qui fait qu'on a une connaissance de la problématique assez large et assez intéressante aussi, puisque ça permet aussi d'apporter un peu de nuance parfois. Sur le plan de nos tutelles, si on peut dire, on a une dépendance donc directement judiciaire, puisqu'on est agréé par le ministère de la Justice. On est mandaté par les autorités judiciaires différemment, puisqu'on a prêté serment auprès des juridictions. On a également une dépendance aux politiques, puisqu'on intervient dans des actions de prévention, dans des actions de conscientisation aussi pour la prise en charge des victimes de violences conjugales. Donc on intervient dans les groupes de travail plus opérationnels pour voir s'il y a des situations qui supposent une prise en charge partenariale. Voilà. Et à côté de ça, on a aussi
Alors là, c'est pas la tutelle, mais comme je l'ai dit, pour nous, ce qui compte à la Vigie des Savoies, c'est aussi se travailler en réseau, puisque la justice et le politique ne font pas tout, et qu'il y a besoin justement de différentes associations, des institutions, des fédérations, pour pouvoir prendre en charge au mieux toutes ces problématiques de violences conjugales, intrafamiliales, et également la problématique des violences sexuelles. Et j'oublie aussi beaucoup de travail avec le secteur médical, ce qui me fait une petite transition adaptée. Merci. Ah bah c'est bon. Non. Bonjour à toutes. Je remercie encore Catherine et Pauline de m'avoir invitée. Donc, pour vous autres, mais apparemment, comme j'ai beaucoup parlé, tout le monde me connaît ici. Je suis praticienne hospitalière en gynécologie obstétrique et en fait, ma casquette là, ce matin, c'est présidente d'une association à Maillon-Manquant. Moi, je ne savais même pas ce que c'était que les assos, que j'ai monté en 2016, puisque m'est venue à l'idée de monter une formation médicale sur les violences en tant que gynéco-obstétricienne. Et il fallait, pour pouvoir faire ça, embaucher quelqu'un. Et donc, à l'époque, j'ai embauché quelqu'un. Et pour embaucher quelqu'un, il faut, voilà. J'ai monté une petite asso. Actuellement, pendant 4 ans, donc ça c'est mars 2016, actuellement il y a un salarié qui diffuse l'outil dont je vous parlerai cet après-midi de mobilisation des soignants. Et il faut quand même que je dise que j'étais néophyte jusqu'en 2015, octobre 2015 sur les violences. Alors, pas dans ma clinique, puisque je repérais depuis plus de 20 ans les violences sexuelles sur les corps et sur les sexes des femmes, et que je posais des questions n'importe comment, hyper intrusives, enfin bon, mais comme de facto l'examen gynécologique est intrusif. Je pense que mon non-verbal aidait au fait que les patientes me répondaient toutes. Voilà, et l'histoire de monter le diplôme, eh ben, ça a marché. Donc là, on en est à la 4e promo. Je ne me fais plus de bile sur les inscriptions parce que le bouche à oreille marche très très bien. En fait, j'étais d'autant plus terrorisée que il y a un module dans le diplôme qui s'appelait pudiquement réflexion éthique sur les soins. Et c'était donc avant le hashtag MeToo, avant Balance ton porc, avant Paye ton utérus, etc., ou Stop aux violences obstétricales et gynécologiques qui sont sortis sur les réseaux. Mais c'était évident pour moi qu'il fallait qu'on revisite notre pratique par rapport aux violences. Et voilà, on en est à la 4e promo. Et si, voilà, cet après-midi, avec l'atelier, on vous montrera encore une idée bizarre. Comment faire pour essayer de mobiliser... Alors, j'ai une copine chercheuse que j'ai appelée immédiatement quand tu m'as appelée. Je dis, mais je vais dire quoi? En fait, ben si, tu vois bien, tu fais une recherche-action. Ah bon, c'est quoi une recherche-action? Donc, apparemment, ce que l'association a fait, c'est une recherche-action. Voilà. Et donc, ça sera présenté cet après-midi. Je vous présenterai le kit qu'on a monté, qui est un kit de mobilisation des soignants pour les pousser à aller véritablement se former, c'est-à-dire à faire bouger les lignes, non seulement scientifiquement, mais aussi émotionnellement, avec 4 témoignages. Et voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je ne sais pas. C'est pas mal. Voilà. Peut-être une question, une première question pour vous deux surtout. Vous avez parlé de tout un tas de choses. On se rend compte quand vous développez tout ce que vous faites que l'étendue de l'intervention est importante. Si vous pouviez expliquer comment ça se passe peut-être sur un cas ou un type d'action, vraiment comment se passe l'accompagnement, quel public vous accueillez. Donc, voilà, peut-être choisissez un type d'accompagnement si c'est trop compliqué d'exposer tout parce qu'il y a une grande diversité, mais qu'on se rende mieux compte peut-être comment vous travaillez vraiment. Catherine, Alors, du coup, nous, on a vraiment 2 missions. On a une première mission qui est l'information de tout public et notamment des femmes. Et donc, dans cette première mission, sur les 4 départements, on a informé 14 000 personnes en 2021. Voilà.
Sur ces 14 000 personnes, 87% du public sont des femmes. Donc ça, c'est quelqu'un qui vient, une permanence, une permanence juridique, une permanence sur l'emploi, une permanence sur la vie personnelle et familiale. On délivre une information, ça peut être anonyme, la personne n'est pas obligée de dire son nom. Enfin, voilà. Donc, et de là, on sort des stats. Après, il y a une deuxième mission qui est l'accompagnement. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait la même chose. L'information, c'est du one-shot. J'ai une question ou j'ai un ensemble de questions, je viens chercher de l'info, je repars. Si on prenait une situation de femme victime de violence, puisque c'est quand même le sujet, donc voilà. Bon. Femme victime de violence, et du coup, je ne peux pas parler de la même façon de l'action qu'on va faire en Isère, en Savoie ou en Haute-Savoie ou dans le Rhône. Parce que dans le Rhône, on n'a pas la même place qu'en Isère, Savoie et Haute-Savoie. Dans le Rhône, on fait de l'accompagnement. On n'est pas association d'aide aux victimes. On va demander l'agrément d'associations spécialisées, puisque depuis le décret de février 2022, maintenant, les associations spécialisées peuvent demander un agrément d'aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. Donc, je vais donner plutôt un exemple pour l'instant Savoie pour voir quelle complémentarité on peut avoir sur les deux associations. En Savoie et Haute-Savoie, nous sommes positionnés sur la question de l'information et de l'accès au droit. Donc, on a une femme qui vient nous voir et qui évoque sa volonté de vouloir divorcer. Voilà. Donc, voilà. Je ne m'entends plus dans mon couple, je veux divorcer. Nous sommes, nous, dans une pratique de questionnement systématique. C'est-à-dire que dans tous les entretiens que nous faisons, nous posons la question des violences. C'est un choix qui a été fait parce que ça permet d'aller sur la réalité et de donner une information complète. C'est-à-dire que si on dit juste « je veux divorcer », on va donner la procédure civile de divorce et puis on ne va pas se poser d'autres questions. Donc nous, systématiquement, on pose la question des violences. Et quelle question vous posez précisément ? Alors, la question de la question. Voilà, la question de la question, c'est au niveau du couple, comment ça se passe ? Est-ce que les deux parties sont d'accord dans le cas du divorce, voilà. Et puis, on y va en cheminement pour demander à la fin, donc, ok, donc vous êtes dans une situation où il n'y a pas de violence sexiste et sexuelle. Voilà. Donc on va jusqu'au bout. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous posez de façon systématique ? Est-ce que les violences sont le seul domaine dans lequel vous systématisez Oui, mais dans l'ensemble de nos champs, c'est-à-dire que même les collègues qui ont une entrée emploi vont poser la question, puisqu'on a des actions spécifiques de retour à l'emploi pour les femmes victimes de violences. Donc nous, c'est la seule question qui est systématique et systématisée partout, puisque dans le Rhône, on est établissement de conseil conjugal, et vous savez que, enfin en tout cas nous, on a une position qui fait que, en qualité de conseillère conjugale et familiale, nous ne faisons pas d'entretien de conseil conjugal s'il y a violence. Voilà, puisque la notion de conseil conjugal doit se faire sur une égalité de rapport dans le couple. On peut avoir des conflits de couple, donc on explique régulièrement la différence entre conflits de couple et les violences conjugales. Voilà. Donc, je reviens. Alors, moi, je suis une grande habituée de clac, 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 plein d'escaliers, j'ouvre des portes, je les referme pas. Donc, bon, il faut suivre. Voilà, il faut suivre. Ouais, c'est une question d'agilité, c'est comme ça. Bon. Donc, on revient en Savoie. Donc, une femme vient nous voir, elle nous dit qu'elle souhaite divorcer. Elle évoque, dans le cadre de l'entretien, qu'en fait, elle est victime de violences conjugales parce que nous avons posé la question. Et donc là, on commence à discuter avec elle sur ce qui est possible de faire. Et le positionnement que nous avons, c'est que nous travaillons avec des adultes et que la personne a la main sur ce qu'elle décide de faire. S'il y a un sujet autour de la protection de l'enfance, c'est différent.
Mais sur la question des adultes, donc on explique que ce qui est possible, la judiciarisation, la non-judiciarisation, puisque vous savez, seuls 15% des affaires de violences sexistes et sexuelles sont judiciarisées. Donc ça veut dire qu'il y a 85% qui ne le sont pas. Dans l'hypothèse où la personne, la femme souhaite cheminer, il va y avoir 2 acteurs, nous en Savoie, qui sont possibles. Hein. C'est soit l'association d'aide aux victimes, qui est la VIGE, soit une association qui relève de Solidarité Femmes et qui, selon les territoires, il y en a une qui s'appelle Savoie de Femmes et l'autre qui s'appelle Espace Femmes. Et donc, du coup, c'est ces associations-là qui vont proposer l'accompagnement. Nous, en Savoie et Haute-Savoie, nous ne faisons pas l'accompagnement. Donc, du coup, on transmet. Voilà. Belle transition. Voilà. Donc effectivement, alors moi je vais poursuivre la situation de cette femme avec une petite aparté. Nous on prend aussi en charge les hommes victimes de violences conjugales. Il y en a. Donc le CIDFF aussi. Je tiens à le souligner quand même, c'est marginal, mais il y en a quand même. Hier j'avais une situation où j'étais dans un encadrement de stage où j'avais 3 auteurs femmes. Voilà. Donc, revenons-en à cette femme qui a été au CIDFF. On y reviendra là-dessus, sur les auteurs femmes. Revenons-en donc à cette femme qui a été au CIDFF et qui arrive à la Ville des Savoies. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Je vais vous prendre le cas de figure le plus courant depuis 2019, depuis le Grenelle des violences conjugales. Donc, cette femme a déjà, on va dire, entrepris une démarche en allant déposer une plainte. Donc la plainte est arrivée devant nos services. Il s'avère que le contenu de la plainte est suffisamment inquiétant pour déclencher ce qu'on appelle une évaluation victime, une EVVI, qui vient en complément de l'enquête de police qui va être faite. Je précise quelque chose par rapport aux enquêtes réalisées par les forces de l'ordre. On parlait de questionnement. Eux aussi maintenant ont une grille de questionnement systématique dès lors qu'ils prennent en charge une victime de violence conjugale. Ils ont une checklist de questions à poser avec un barème en face qui va leur permettre d'apprécier la gravité de la situation. Alors peut-être que vous en avez parlé. Non. Donc déjà c'est un outil de travail, enfin eux aussi ont spécialisé leurs outils de travail au niveau de la phase d'investigation, ce qui est intéressant. Malgré tout, partant du principe que les victimes n'ont peut-être pas une parole complètement libérée face aux forces de l'ordre, pour des raisons diverses et variées. Voilà. Donc, les magistrats nous demandent souvent de réaliser donc, une EVVI, une évaluation victime. Donc, cette évaluation victime, c'est pareil, hein, on a un format avec des questions systématisées qu'on va affiner en fonction de la situation de la victime, hein, parce que la prise en charge d'une victime, c'est avant tout l'individualisation de la situation, parce qu'il y a des victimes avec des enfants, des victimes sans enfants, des victimes qui travaillent, des victimes qui sont malades, des victimes qui ont de l'argent, des victimes qui n'ont pas d'argent. Donc voilà, après, oui. Juste quand vous dites magistrat, c'est du parquet ? Tout à fait, oui. Oui. Alors après, on peut être saisi par les services de l'instruction. Enfin, tout dépend aussi. Bon, voilà. Après, le juge d'application des peines peut nous saisir aussi en vue d'une sortie. Voilà. Mais là, on va dire qu'on est sur la prise en charge de la victime dans les premiers temps. Donc, on va réaliser cette évaluation. Au terme de cette évaluation, la finalité, c'est d'évaluer si la victime a besoin de la mise en place de moyens de protection. Alors, quand j'entends moyens de protection, ça peut être des choses... parfois, elle n'en a pas besoin parce que c'est une victime, on va dire, particulièrement forte et en capacité de se mobiliser et qui a su se protéger et protéger sa famille elle-même, mettre en place des suivis psychiques, tout ce qu'il faut pour qu'elle aille bien. Et finalement, c'est une victime, on gardera un lien avec elle, mais plus distant. Et en revanche, il y a des victimes qui, au vu de ce qu'elles ont subi, sont complètement perdues, ont une situation sociale très particulière, sont isolées, cumulent des problématiques diverses et variées, sans compter la personnalité de l'auteur qui peut aussi... qui s'avère aussi parfois très problématique et très inquiétante. Donc dans ce cas-là, on va pouvoir préconiser donc, des mesures d'interdiction aux magistrats, d'interdiction de contact, d'interdiction de vie commune, d'interdiction de territoire. On va pouvoir préconiser la remise de dispositifs de protection, à savoir téléphone grave danger, bracelet anti-rapprochement.
qui vont permettre à la victime soit de se protéger en actionnant donc, ce téléphone grave danger qui permettra une réponse, une réactivité des forces de l'ordre, ou soit d'avoir un bracelet anti-rapprochement, ce qui permettra de déterminer une zone d'éloignement avec l'auteur et de tenir, entre guillemets, éloigner l'auteur ou l'auteur potentiel de cette victime, ce qui va permettre d'améliorer sa protection. À côté de ça, on va aussi pouvoir préconiser à la victime d'être prise en charge par un psychologue. Ça peut être fait au sein de notre service puisqu'on a nos psychologues spécialisés en traumatologie et en victimologie. Après, ça peut être fait aussi un renvoi vers un autre professionnel. Ça peut être un renvoi aussi vers d'autres structures plus aidantes. Donc, on peut renvoyer vers Espace Femmes ou Sa Voix de Femme qui vont permettre une mise en protection sur la question du logement. Voilà. Donc, au terme de ces évaluations, on va actionner différents dispositifs. Si le parquet valide la remise des dispositifs de protection TGD ou BAR, on les remet à la victime parce que physiquement, c'est notre association qui les remet. Et derrière ça, il y aura tout un accompagnement procédural. Alors soit ça peut être un accompagnement administratif, l'aider dans la constitution de partie civile, être présent à ses côtés à l'audience si elle n'a pas d'avocat. Ça va être l'orienter dès qu'elle en aura besoin sur d'autres services. Et au bout du bout, ça peut être aussi l'aider à recouvrer les dommages et intérêts auprès des fonds de garantie, des choses comme ça. Donc voilà, on peut intervenir tout au long d'une procédure et même encore après, puisque maintenant il y a tout le volet aussi pénologie et post-sententiel où on peut être saisi aussi par différents magistrats pour prendre en charge des victimes, pour encore remettre des dispositifs de protection. Donc si vous voulez, avant, on protégeait les victimes en phase d'enquête et pendant le temps de la procédure, et une fois que l'auteur avait été condamné, il se passait plus grand-chose. Au jour d'aujourd'hui, il y a quand même une évolution où maintenant on s'assure aussi de la situation. Enfin, quand je dis on, c'est les autorités judiciaires vont prendre en compte aussi la situation d'une victime au moment de la remise en liberté de l'auteur pour toujours continuer et permettre une meilleure protection. J'ai une petite question précise. Oui. Juste pour préciser, vous avez dit que vous évaluez la situation des victimes et vous essayez de voir si c'était suffisamment inquiétant. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce qui en fait demandé une situation suffisamment inquiétante, et peut-être est-ce que vous avez des données aussi sur le nombre de téléphones grave danger qui sont délivrés, ce genre de choses. Donc sur ce qu'on... Alors il y a toute une anamnèse de la situation, on revient, c'est des entretiens qui sont assez longs, c'est des entretiens qui peuvent durer entre 2 et 4 heures en fonction de la situation, de la capacité aussi de la victime à évoquer sa propre situation. Donc on va évoquer sa situation familiale en détail, combien il y a d'enfants, quel est le lien des enfants avec le père ou la mère, est-ce que c'est vrai, toutes ces situations. Toute la situation familiale, mais vraiment en détail. On va évoquer la situation de la victime très en détail aussi. Est-ce qu'elle travaille ? Est-ce qu'elle a du soutien familial, amical, son lieu de vie ? Est-ce qu'elle a des projets particuliers ? Quel est son ressenti par rapport à la situation actuelle, à la situation passée ? Est-ce qu'elle se sent en danger ? On a des critères aussi d'évaluation de la dangerosité de l'auteur. Alors, en fonction de facteurs, est-ce qu'il y a une problématique de consommation ? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des antécédents judiciaires ? Est-ce qu'il y a des problématiques psychiques ? Voilà. Est-ce qu'il y a une détention d'armes ? Donc voilà, on a tous ces critères-là qui vont être recensés au sein de cette évaluation et qui vont nous conduire justement à orienter nos préconisations finales. Alors, il y a toute une checklist de préconisations que j'ai établie pour mes équipes pour qu'elles sachent jusqu'où on peut aller. On peut aller jusqu'à préconiser le fait que la victime et l'auteur ne se croisent pas au moment de l'audience ou qu'il n'y ait pas de confrontation d'organisée pour éviter qu'il y ait un risque traumatique ou de survictimisation a posteriori. Donc, voilà, ce sont des évaluations qui sont, on va dire, standardisées. Il y a des questions types avec des items types à aborder systématiquement et qui seront affinées après tout au long de l'entretien en fonction donc, de la situation de cette victime, mais surtout aussi en fonction de la capacité et de la volonté de cette victime d'en parler. Voilà. Parce qu'il y a des victimes où parfois, nous, on va être très inquiets et qui vont nous dire non, mais
Mais pardon. Et moi, ça va très bien. Donc, on a aussi établi des manières d'évoquer dans nos conclusions le positionnement de la victime et nous, notre ressenti de professionnel par rapport à cette victime et à une potentielle mise en danger. Et voilà. Je vais répondre. Oui, merci. Pardon. Donc là, on vient de beaucoup parler de la partie judiciaire et de la judiciarisation. Je disais tout à l'heure que 85% des victimes de violences sexistes et sexuelles ne passent pas par cette phase judiciaire. Donc, je vais vous donner un autre exemple, donc ce que nous faisons à Lyon, où là, nous, on a une grosse équipe d'accompagnement, ce qu'on appelle le psychosocial des victimes de violences sexistes et sexuelles, c'est-à-dire c'est l'aide à la prise de décision. C'est-à-dire que quand une femme, alors même si, et à l'occasion on pourra en parler, mais c'est systématique, de façon systémique, ce sont les femmes qui sont victimes, donc je vais parler de femmes. Donc si une femme n'a pas une prise de décision rapide en disant je vais déposer plainte, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse, je suis perdue, je ne sais pas où j'en suis et je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc nous on va proposer un accompagnement à la prise de décision qui peut durer sur 6, 7, 10 entretiens. Donc en se donnant du temps, parce que le temps est aussi un facteur important sur ces questions-là. Et peut-être qu'au final, il y aura des pots de plainte, mais peut-être qu'il n'y aura pas des pots de plainte. Parce que un élément majeur dans les questions de violence, notamment conjugales, c'est qu'il y a une ancienne histoire d'amour. Et que quand il y a des enfants, c'est le père des enfants. Et donc, du coup, il y a une vraie réflexion autour de mais est-ce que je vais déposer plainte contre le père des enfants? Donc, il y a tout cet accompagnement de la pensée, de se dire que expliquer ou donner un certain nombre d'informations sur le fait qu'un mari, enfin un conjoint violent n'est pas un bon père. Voilà, nous, ça fait très longtemps qu'on porte ce discours-là. Alors, c'est pas forcément le discours qui est porté partout, mais lorsque un conjoint agit en termes de violence sur son conjoint, forcément, les enfants sont co-victimes. Donc nous, on l'a toujours posé comme ça, et donc pour nous, c'est pas forcément un bon père. Donc du coup, il y a tout un cheminement qui est apporté, qui est une réflexion, et soit au final, on va passer sur la judiciarisation, soit on ne va pas y aller, parce que c'est le choix de madame de ne pas y aller. Juste, nous, à la vie, alors il y a effectivement dans la démarche, et même dans la prise en charge des victimes de violences conjugales, mais ça s'observe aussi dans les victimes de violences sexuelles, il y a toute une phase de conscientisation. Nous, on y travaille, mais ce n'est pas la vocation première. Nous, il y a déjà une décision, une orientation qui a été prise par cette victime, qui fait que nous, on rentre déjà dans des étapes plus concrètes. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a le CIDFF qui est compétent pour ça et les associations spécialisées qui ont cette temporalité-là. Et tant mieux. Oui, vous n'avez pas répondu sur le nombre de téléphones. Ah, pardon. Alors, le nombre de téléphones grave danger, il y en a beaucoup. Beaucoup. Alors, en gros, sur le ressort de la Cour, il y en a 32 en Savoie et il y en a 74 en Haute-Savoie. Attendez, parce que ça a changé, 23, 46, 25, 71, pardon. 71. Donc 32, 71, ça fait 103 au total. Et dernier chiffre, il y en avait 88 attribués. Voilà. Et en moyenne, vous les attribuez combien de temps, vous savez? 6 mois. Alors après, il arrive que certaines victimes nous les rendent au bout de 2-3 mois, mais c'est rare. Vous pouvez donner un ordre de grandeur sur le nombre de victimes concernées et le nombre de victimes qui reçoivent effectivement. Quand vous dites 103, c'est 103 sur combien? Alors non, 103, c'est en gros les téléphones graves danger, donc c'est des téléphones portables, je vous la fais courte, c'est ça. Sur le ressort de la Cour d'appel, donc sur les 5 juridictions, il y en a 103 de déployés et qui peuvent donner lieu à une attribution. Donc nous, on en gère 103. Sur les 103, actuellement, il y en a 88 d'attribués. Voilà. Alors sur le nombre de victimes, nous, en violence conjugale, on a dû prendre en charge sur 2021, j'ai plus le chiffre exact, mais on est à près de 1800 victimes sur cette thématique. Alors après, je pense que vous n'êtes pas sans l'ignorer, il y a quand même
des gravités, des niveaux de gravité dans ces violences conjugales. Il y a vraiment des niveaux de gravité et donc du coup, c'est les situations les plus graves et les plus inquiétantes qui vont justifier l'attribution de ces dispositifs. Sachant que donc depuis janvier 2021 aussi, il y a le nouveau dispositif bracelet anti-rapprochement qui est déployé. Alors pour l'instant, c'est assez résiduel. Sur les 2 départements, il doit y en avoir une dizaine de déployés. Faut le temps que les juridictions saisissent de ce dispositif, mais c'est surtout que c'est très attentatoire aux libertés individuelles, que ce soit aux libertés de l'auteur que celles de la victime. Donc c'est pas un dispositif qui est facile à vivre, si on peut le dire. Et pour être très transparente, c'est un dispositif que certaines victimes ont refusé de garder parce que ça sonne tout le temps, parce que finalement c'est anxiogène. Parce que, alors notamment sur la Haute-Savoie, où on est un territoire frontalier, si le mis en cause habite à la frontière suisse, on va perdre le réseau, et puis le dispositif va sonner, et puis il se peut que la victime soit alertée. Les forces de l'ordre vont demander à la victime de rester chez elle pendant 3 heures, le temps qu'on retrouve le mis en cause qui était à l'autre bout de son appartement et qui ne capte pas le réseau français à l'autre bout de son appartement. Donc c'est un dispositif qui a des limites techniques, si on peut dire. Mais ils sont en train de changer d'opérateur, parce qu'en fait l'opérateur qui avait été choisi est défaillant, donc ils sont en train de changer d'opérateur. Peut-être pour faire donc là on a parlé des systèmes judiciaires de protection. Aujourd'hui, on voit arriver sur le marché d'autres systèmes. Les boutons. Voilà. Donc, il y a soit une application qui est l'application Appel, A2P apostrophe E2LES, qui est une application qui a été d'abord développée dans l'ouest de la France, et puis qui est une application gratuite que l'on peut télécharger sur son téléphone portable. Et puis, il y a un autre système qui fait beaucoup plus polémique, qui est le bouton Mon Shérif, qui est un bouton. C'est une petite puce comme ça. Voilà, un bouton qui a été développé par une société privée dont un certain nombre de... J'essaie d'être politiquement correcte, donc dans un certain nombre de collectivités ont décidé d'acheter, dont la région Auvergne-Rhône-Alpes. Eh oui, d'ailleurs, c'est soutenu par la préfecture de région. Avec un vrai décalage avec les services de l'État, et notamment avec le service central des droits des femmes et le ministère de la Justice. C'est-à-dire que c'est une société privée qui a développé... Alors déjà rien que le nom, Mon Shérif, voilà. Alors même si au départ c'est pas complètement pour les violences sexistes et sexuelles et que ça peut aussi fonctionner pour le harcèlement scolaire ou des choses comme ça, en fait c'est un système de boutons où on presse dessus, où ça peut dans un premier temps déclencher une alarme, qui est hyper dissuasive, ça c'est vrai, ou qui peut aussi déclencher des enregistrements pour ensuite s'en servir sur une phase judiciaire. Ce qui pose problème, c'est que, c'est une société privée, que 2, c'est acheté par les collectivités, mais que la recharge est payante. Donc si on le remet aux victimes derrière, il faut qu'elles achètent la recharge, et que c'est surtout, ça alerte des gens qui sont sur une liste, mais ce n'est pas du tout un moyen de protection individuelle, mais qui nous est demandé d'être porté. Donc ça, c'est un vrai sujet. Il y a des critères d'attribution? Non. Alors, il n'y a aucun critère. C'est toute la problématique. Alors, nous, très honnêtement, comme en plus on est l'association, comme on porte les dispositifs judiciaires, moi, quand j'ai entendu parler de ce dispositif, j'ai quand même demandé à nos chefs de cour leur positionnement, qui nous ont clairement dit qu'elles refusaient qu'on porte ce dispositif en tant qu'association judiciaire. En revanche, elle laisse la porte ouverte aux autres associations de faire ce qu'elles veulent. La problématique de ce dispositif, c'est oui, effectivement, il est payant. Et en plus, il n'y a pas de critères d'attribution. Donc finalement, la victime, en plus, dans l'esprit de la victime, c'est un moyen de se protéger. Donc elle se sent protégée, mais elle se protège elle-même avec son truc là. Donc la problématique, c'est de le donner un petit peu à Madame Tout-le-Monde, et donc du coup, en termes de gravité,
il y a cette problématique-là, pourquoi on l'attribue, à qui on l'attribue, et ça, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de règle pour ça, parce que moi, j'avais posé ouvertement la question. En gros, c'est à nous de définir nos propres critères d'attribution. Alors, allons-y gaiement, si chacun fait ce qu'il veut. Et d'un autre côté, effectivement, le problème, c'est le coût du dispositif aussi. Il y a la recharge, et alors en plus, selon si vous êtes sur Android ou iPhone, le coût n'est pas le même. Donc, voilà. Oui. Pardon, je sais pas. En fait, je travaille pas mal aussi avec des associations qui utilisent le bouton Mon Shérif. Et les retours qu'ils m'ont fait, c'était de dire que ça fonctionnait plus ou moins. Mais effectivement, là, on est en plein au cœur du sujet, la question de l'institutionnalisation. Et les retours qu'il y avait, pour que ce soit clair pour vous, la nana qui avait fait Mon Shérif, elle est élue au conseil régional du sud de PACA. Donc elle est les Républicains, elle se présente comme députée aussi, etc. Et il y a déjà cette partie-là. Et à un moment donné, le ministère a fait une note, je ne sais plus si c'est une circulaire d'application ou un truc comme ça, en interdisant à Mon Shérif pour des raisons liées à la protection des données. Sauf qu'il y a des magistrats qui l'utilisaient, qui disaient non mais ça fonctionne très bien, d'autres qui vont dire ça fonctionne pas, etc. Non mais après, enfin moi... En fait pour moi ce que je veux simplement dire, parce qu'on est au cœur de l'institutionnalisation, c'est pas une question vraiment liée à ce que c'est efficace, pas efficace, etc. Et moi clairement je dis ce qui protège les personnes fonctionne en gros, si elles se l'attribuent, si elles se l'autorisent, etc. Mais comme on est sur la question de l'institutionnalisation, les retours aussi, et que cette personne fait, qui est la nana qui a créé ce truc, c'est de dire que Appel aussi a été promu par le gouvernement parce que, soi-disant, c'est une pote de Chiappa aussi. Donc en fait, c'est bon, mais moi, par rapport à tout ça, c'est vraiment, alors pour le coup, c'est complètement en dehors de tout questionnement politique. Moi, ce dispositif, alors bon, au-delà du nom qui est assez moche, je le trouve pas si nul. Il a son sens, mais l'idée, ce serait justement de dire, alors, pour les situations les plus graves, il y a les dispositifs judiciaires, mais ces dispositifs-là peuvent être intéressants pour peut-être des situations de moindre gravité, ou en tout cas des situations où parfois les victimes, parce qu'il faut savoir que la remise des dispositifs judiciaires repose sur le consentement de la victime, donc si elle ne veut pas, elle n'a rien. Et dans ces situations-là, ça pourrait être aussi proposé, ce bouton Mon Shérif. Donc il peut avoir sa place, mais après, faut-il encore être capable de décider de la lui donner et de lui donner de façon opportune. Moi, c'est là que je reproche. Après, les côtés politiques, je m'en fous un peu. Enfin... Non, mais par contre, on va essayer de laisser parler les intervenantes et puis après, on peut avoir des questions. Nous, on s'est retrouvés au cœur de tout ça, les associations. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés au milieu de on veut pas, etc. Je rejoins Nathalie, nous on s'en fout un peu, parce que nous on est sous la tutelle SDFE, donc Service Central des Droits des Femmes, et qui nous disait non, c'est Appel, vous c'est non, machin, donc on s'est tous retrouvés en disant mais qu'est-ce qu'on fout ? Moi c'est la première fois, ça fait 30 ans que je suis au CIDF, c'est la première fois que je me retrouve véritablement sur une espèce d'injonction paradoxale extrêmement forte, insupportable. Moi je l'ai portée de partout là-dessus en disant... c'est pas à nous de décider ce qu'il en est, etc. Donc, alors moi je redis effectivement, le nom est nul, oui, on sait tous l'histoire, ce qu'il en est, machin, etc. Après, quel intérêt ça a ? En fait, nous, la question qu'on doit poser, c'est est-ce que effectivement c'est un dispositif qui est utile ou pas ? Et la grande difficulté dans laquelle on s'est trouvé, c'est que quel que soit le dispositif, qu'il soit judiciarisé ou non, ça doit être accompagné. Être accompagné parce qu'il faut que la victime ait conscience d'un certain nombre de choses. Et c'est pas juste parce que j'appuie sur un bouton que ça va régler ce qui se passe dans sa vie. Or, la question de l'accompagnement des femmes victimes de violences, tout le monde s'est assis dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur le manque de moyens sur la question de l'accompagnement. Donc après qu'on remette tel ou tel outil, parce qu'on est dans une phase judiciaire et que du coup il y a des outils très spécifiques ou avant la phase judiciaire, c'est toute la question de l'accompagnement et du temps qu'on met dans cet accompagnement pour que la femme victime de la situation dans laquelle elle est conscientise ce qui se passe et qu'est-ce qu'on met en place comme mode de protection. Le bouton pouvant être
une hypothèse de protection, ou en tout cas d'alerte. Hein, pas de protection, parce que c'est plutôt un système d'alerte. Mais comme d'autres, comme le fait d'activer un réseau, comme le fait... Donc il y a plein de choses. Donc la grande difficulté dans cette affaire-là, c'est pas tant les dispositifs que là où on s'est trouvé et où on nous a mis, nous, qui sommes sur le terrain et qui avons les mains dans le cambouis, et pas tous les autres, en se disant on y va pas. Et parce que derrière cette institutionnalisation, il y a des questions financières, qu'on soit clair. Voilà. Quand on dit aux associations d'aide aux victimes, vous n'y allez pas, alors qu'il y a des procureurs en région parisienne qui le font et qui, sur les réseaux sociaux, se déversent en disant « Ah, mais c'est juste magnifique ce truc », et pendant ce temps-là, il y a une lettre interne qui dit « Vous n'y allez surtout pas ». Donc c'est ça qui pose problème. Ouais. Oui, et puis délégué au niveau départemental, il faut informer. Parce que moi, c'est moi qui informe. C'est incroyable. Donc, il y avait une des questions qu'on vous avait envoyées qui en fait renvoyait justement aux difficultés que peut poser l'institutionnalisation, avec justement plein de dispositifs qui apparaissent, qui parfois ressemblent un peu à des politiques d'affichage, et puis la difficulté aussi de mener une action de terrain, quotidienne, etc. Avant de revenir là-dessus, peut-être qu'on va accueillir donc Pascal Hoffman. C'est ça. Et peut-être que vous pourriez revenir un peu sur justement le traitement des violences dans le monde médical avant de retravailler sur les associations. Alors, je ne sais pas ce qui s'est déjà dit. Moi, je suis prof de gynéco-obstétrique et c'est ma pratique du soin en gynéco-obstétrique qui m'a amenée à m'intéresser aux violences faites aux femmes, hein, puisque c'est des patientes qu'on voit, il y a peu d'hommes, sauf en fertilité. Et après une discussion avec Perrine, comme j'avais la balance universitaire, on a décidé de créer un diplôme pour former les soignants, ne serait-ce qu'au dépistage et secondairement aux conséquences que peuvent avoir les violences sur la santé. Et on a basé ce diplôme pour essayer de refaire comprendre aux soignants, donc c'est un diplôme qui est que pour les soignants, faire comprendre aux soignants le lien entre ce qui se passe dans notre psyché, ce qui se passe dans notre corps et les conséquences sur le soin pour avoir un soin plus adapté. Donc voilà un petit peu le tableau. Ce que moi j'ai constaté en tant qu'enseignant, donc en médecine, c'est qu'il y a une grande séparation, une dichotomie entre le corps et l'esprit dans nos façons d'apprendre. Et j'ai été étudiante, j'ai appris comme ça, et à nos étudiants, on a du mal à faire changer les choses. Et du côté du soin, je pense qu'il n'y a pas encore un apprentissage. Alors la question, est-ce qu'il faut un apprentissage? Est-ce qu'on peut le deviner soi-même? Moi j'ai mis 30 ans à vraiment conscientiser que ce qu'on m'avait appris, la première chose qu'on nous apprend, c'est de nous mettre à distance de nos ressentis face à une situation. Donc ça, on nous l'apprend pour nous protéger. Sauf que médicalement et psychiquement, ça peut rendre schizophrène. Donc bref, ça c'est un autre problème. C'est un peu médical aussi. Donc premièrement, nous départir de nos ressentis, de nos intuitions, etc. Et puis de bien séparer un signe physique de ce qui peut se passer dans la psyché de la personne, comme si il y avait la tête et le corps. Moi, j'imagine très bien ce schéma-là, et c'est ce qu'on nous apprend. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a du travail en ce qui concerne ne serait-ce que la connaissance et le dépistage des violences, des différents types de violences en plus, parce que dès qu'on dit violence, moi je suis stigmatisée, même dans mon service, comme si je ne pensais qu'à l'inceste. Non, il y a d'autres formes de violence, énormément. Et voilà. Et peut-être est-ce que vous pourriez revenir un peu sur
le nombre de médecins que vous avez formés, quel type de savoir aussi vous leur transmettez, tout ça. Alors, en termes de diplôme, on ne peut former pour avoir quand même des échanges plus fluides que 50 personnes par an. Alors, je ne reviendrai pas sur la difficulté qu'on a eu à mettre en place ce diplôme à la faculté. Non, mais... Oui, si. Je t'avais dit si, tu peux. Ouais, mais elle se prend pour ma chef, ça m'énerve. Mais elle l'a été de fait, donc voilà. Non, c'est un diplôme dont on m'a dit qu'il ne servirait à rien parce que tout existait déjà. C'est qui ? C'est la faculté, donc les doyens, les responsables pédagogiques, les assesseurs du premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, mes collègues, les médecins légistes, les addictologues, voilà. Donc, on a... À peu près toute discipline et tout niveau administratif confondu. Oui, les secrétariats n'ont pas trop manifesté. Non, c'est vrai. Non, j'ai été bien convoquée à temps, donc non, j'ai pas eu d'embûche à tous les niveaux, mais vraiment au niveau décisionnaire en fait. Et on a dû se battre quand même, c'était une lutte ce diplôme, pour convaincre les collègues, premièrement, que ça avait sa place dans une université de médecine pharmacie parce que c'était médical et que non, ça n'était pas traité par le diplôme qui existe à Paris 8 par exemple en pluripro et qu'il fallait quand même que les soignants aient une formation plus centrée sur le corps et l'esprit, enfin le physique du patient, même si dans le diplôme on insiste sur le besoin de créer du réseau face aux violences. Ça c'est une grosse partie du diplôme et c'est comme ça qu'on le valide à la fin. Mais voilà. C'était quoi ? Alors donc, comme c'est 50 personnes par an et qu'il y a une année où on n'a pas pu le faire, parce qu'il faut savoir que dans les facultés, les diplômes doivent prouver leur rentabilité. Je cherchais un terme différent, mais c'est un peu ça, beaucoup même. Et donc il faut un certain nombre d'inscrits pour pouvoir rembourser tout le personnel qui va être mis à disposition, les salles, le chauffage, etc., le gardiennage de la fac, et le temps d'inscription, et voilà. Donc on en est à la 4e promo, et il y aura 200 soignants formés. Ce qui nous donne un peu de baume au cœur, c'est qu'on se rend compte qu'après la formation, ces personnes se mettent aussi dans la formation. Voilà. Dans la formation pluripro, mais des soignants aussi. Et je crois qu'ils sont tous unanimes pour dire que ça transforme leur... C'est quoi la formation pluripro ? Alors, il y a le soignant. Les médecins généralistes, les sages-femmes, les gynops, les gynmèdes, les kinés, les ostéos qui sont motivés, voilà. Ça, ce sont les soignants. Et oui ? Il n'y a pas les infirmières. Alors, les prérequis sont basés sur un niveau de connaissance médicale qui est vraiment au moins 5 ans. Donc, c'est médical ou formé, parce que quand on parle de certaines pathologies, on ne peut pas refaire toute la physio, les signes, etc. Mais il y a certainement une place pour former plus largement les soignants, et c'est ce qui se passe d'ailleurs avec les collègues qui ont été formés. Voilà, c'est juste une histoire de prérequis. Dans chaque diplôme, il y a un prérequis, on part de ce prérequis pour aller plus loin. Et j'en étais où ? Oui, le pluripro, qu'est-ce que c'est ? C'est de travailler avec le secteur social, ethno-juridique et pluriprofessionnel. Et ça, c'est... Dans la formation. Il y a des formations où les échanges sont plus basés sur le réseau, et il est important que chacun connaisse le travail de l'autre, la place de l'autre, la vision de l'autre. Et on a mis ça aussi en place dans l'association Univerel, en faisant des réunions interdisciplinaires qui pourraient s'appeler interprofessionnelles.
L'association Univérelle, vous n'en avez pas parlé? Non, bah, je parle pas parce que je connais pas. Alors, l'association Univérelle, c'est une jeune association dont le coordonnateur est dans cette salle et qui a été au départ créée par le besoin de 3 professionnels qui se sont rencontrés justement quand ont émergé les thèmes des violences du soin et en particulier les violences obstétricales. Et les 3 professionnels étant formés par le DU, on a créé cette association pour faire 3 choses, de la formation et de l'évaluation, mais ça on n'y est pas encore. La première chose qu'on a mise en place, ce sont des réunions interdisciplinaires mensuelles pour que les personnes qui travaillent toutes autour des patientes se rencontrent, se connaissent. Et ça fait plus d'1 an que ces réunions existent où on parle de cas concrets ou de thèmes précis. Et là, il y a toute personne qui participe, des travailleuses sociales, des infirmières, des puères, enfin voilà. Et on échange autour de cas, bien sûr, anonymisés. Et on a vu toute la richesse des regards face à une situation. On présente en général des situations bloquées. Et très souvent, il y a des ouvertures qui ont lieu par des propositions, d'autres façons de voir. Et on trouve ça très très riche, cette interdisciplinarité ou pluriprofessionnalité. Voilà, donc ça, ce sont les réunions interdisciplinaires. Et le troisième pan du projet de l'association, c'est la création d'une maison des femmes sur Grenoble. Donc projet qui est bien en cours. Mais si, Pierre, on y est presque. Non, mais tu fais comme ça. D'accord, c'était une privée. Et donc, la Maison des Femmes qui aura plusieurs volets d'accueil des femmes. Donc, ça ne sera pas des situations d'urgence, d'hébergement, mais comme on est soignants, les fondatrices de l'association, on imagine faire entrer les patientes par le soin pour s'adapter à leurs besoins, parce que ce sont des patientes qui ont très souvent un défaut d'accès aux soins. Il y a différentes composantes qui font que leur santé n'est pas leur préoccupation. Et comme on est persuadé que prendre en charge le corps et la santé peut amener et libérer des choses pour aller vers une résilience et casser le cercle des violences, donc une prise en charge côté soins des victimes de violences, une unité aussi, je vais dire, santé sexuelle par le biais d'un CPEF, et à venir une unité de prise en charge des mutilations sexuelles. Et voilà. Oui. Marie? Moi, j'ai juste une question sur les personnes que vous avez formées, du coup les 200 personnes normalement. Juste si vous avez des données quant à leur âge, avancement en carrière, spécialité, origine géographique. On a un peu une idée de qui sont ces personnes. Alors, ce sont des personnes de toute la France. La première année, c'était des personnes qui avaient vraiment un recul par rapport à leur profession et une antériorité. Et ce qu'on trouve positif, c'est qu'on a de plus en plus de demandes de gens en formation. Comme il faut s'appuyer sur son expérience pour pouvoir la comprendre et éventuellement transformer sa pratique, on demande d'avoir un minimum de 2 ans à peu près. Enfin après, il y a des lettres de motivation, on discute, voilà. On n'est pas rigide non plus, mais une certaine antériorité dans sa place de soignant. Et les âges, ça va de 23 ans à 50... plus de 50 ans. 56, je dirais comme ça. Non, il y a même cette année 60 à la Oui, retraite. elle est à la retraite. Mais elle va... Oui, c'était une cancérologue. C'est une cancérologue. Et spécialité, oui, c'est ça. Voilà. Alors, il y a des sages-femmes en premier, des médecins généralistes en petit nombre, des gynéco-obstétriciens en un nombre qui augmente, des gynéco-médicales qui sont devant les gynéco-obstétriciens. Y compris des hommes. Y compris? On a un homme par promotion. Ouais.
Ouais. Il y a 4 hommes qui sont formés. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu vois que tu connais les chiffres. C'est facile à retenir, ça. Voilà. C'est les mascottes des promos. Ouais. Et il y a des retours Des retours. Ah, les retours, mais Ah moi oui. j'ai pleuré. Hein. Ah mais c'est trop magnifique, oui. J'ai pleuré. Non mais Ça a changé mon code de déontologie. Non, mais là, j'avais... non, ça nous a remis en accord avec. Non, mais la dame, elle a dit ça. Ah oui, 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 bien sûr. Ça a changé mon code de déontologie. Ça a redonné du sens à ma vie professionnelle. Moi qui pensais entendre parler que de la violence des hommes, c'est que des retours que je vous cite. Moi qui pensais entendre parler que de la violence des hommes, j'ai entendu parler de nos propres violences. C'était une cadre sage-femme qui avait 30 ans d'exercice. Enfin, les retours, c'est waouh. C'est très, très impressionnant. Il y a Valère qui va poser une question. Je voudrais savoir si vraiment vous avez évalué l'impact de formation avant et après. Ben non. Une étude comparative. Non. Qui va nous faire ça? Alors, on est un peu pas nombreuses sur le diplôme. Je pense que Perrine, tu en as parlé. Non. Bon, voilà. Et avec d'autres charges et aucun temps dédié. Mais ce qu'on fait, en fait, la validation du diplôme, elle est basée sur le récit d'une situation clinique authentique. Et ça peut être une situation antérieure qu'on revisite avec le vécu et les apports du diplôme. Et je pense qu'on est à 100% de transformation. Enfin, c'est à la louche. Mais c'est ça. Mais c'est une évaluation vraiment pas basée. On n'a pas de questionnaire de départ, on n'a pas de questionnaire de sens du travail avant-après, enfin, de sa place avant-après. On n'a pas fait ça. Parce que ce seraient des données qui resteraient en stand-by. Mais peut-être que par le biais de la Maison des Femmes et de l'ASSO et du versant évaluation, on va y rentrer. C'est ce que j'espère. Je voulais juste préciser deux choses. Je voulais juste préciser deux choses des objectifs pédagogiques qui nous ont paru essentiels à équivalent. C'est effectivement être capable de poser la question systématiquement de dépistage dans l'anamnèse, au même titre que de savoir si on est allergique à la pénicilline ou on a été opéré de l'appendicite, parce que c'est un problème de santé et qu'on l'introduit comme ça. Ça, c'est le premier et à équivalent. Le deuxième, c'est ce que disaient ces dames, travailler en réseau, puisqu'on ne peut pas tout faire. Alors les gynéco-obs, ils sont conscients ou pas conscients de leur fantasme de toute puissance, mais c'est quand même une des motivations des gynéco-obs. Mais voilà. Déjà, reconnaître le soin particulier, le lien à l'intime de ces spécialités, c'est pas évident pour tout le monde. Mais du coup, là, on casse le fantasme de toute puissance et on leur dit non mais là, vous n'allez pas y arriver quoi. Vous ne pouvez. C'est chacun à sa place. Nous, on n'est pas l'avocat, on n'est pas. Alors, on leur donne des éléments juridiques. C'est pour ça que j'étais très contente parce que je me suis rendu compte que je connaissais quand même certaines petites choses depuis 7 ans. J'avais appris des trucs. Mais notre rôle, c'est vraiment d'être capable de dépister systématiquement. Je n'oserais pas vous poser la question de savoir lesquels d'entre vous ont eu un questionnement sur les violences. Un généraliste. Yes. Voilà. La dernière enquête qui avait été faite en 2018, sur 220 femmes, il y avait 97% des femmes qui plébiscitaient le questionnement systématique dans les soins, 7% qui avaient été interrogées par les soignants. 2018. Et recommandations HAS aussi. Hein. Ah oui, alors depuis 2019, c'est une recommandation de la Haute Autorité en Santé. Et par rapport à cette notion de toute puissance, qui passe peut-être par notre formation, juste un exemple qui me semble démonstratif. On voulait, dans le service d'assistance médicale à la procréation dans lequel je travaille, faire une évaluation. T'es d'accord ? Faire une évaluation du pourcentage simplement de patientes qui avaient, il y a des scores qui sont validés, le score ACE en particulier,
10 questions ou 14 questions, on voulait le faire passer aux patients qui étaient volontaires pour y participer, simplement pour avoir une idée du niveau d'exposition à ce risque de santé dans la population infertile ou fertile, mais qui a un recours à l'assistance médicale à la procréation. Donc c'était, nous semble-t-il, intéressant parce que les personnes qui travaillent dans ces services ont l'impression qu'il y a quand même une surreprésentation des personnes qui ont des antécédents de violence. On l'a présenté au comité d'éthique du CNGOF, qui est l'organe des gynéco-obstétriciens. Ils nous l'ont refusé, parce qu'il faut une autorisation pour faire une étude, même si c'est un questionnaire, voilà, vous connaissez très bien. Et ils ont refusé qu'on lance cette étude, et là je pense qu'on est sur la toute-puissance, parce que si on posait la question, comme on n'avait pas la ressource juste derrière pour mettre en œuvre quelque chose, comme si le but était de régler le problème, il valait mieux ne pas poser la question. Sauf que la personne, elle a sa vie, et voilà, et juste qu'on ne le sait pas si on ne pose pas la question. Et donc, c'est une étude qu'on est en train de représenter au comité de protection des personnes, etc. Et là aussi, je pense que ça va être une longue bataille pour avoir le droit de faire passer un questionnaire de 14 questions aux patients volontaires des centres, de notre centre. C'était en unicentrique, un petit truc banal. Voilà, pour les évaluations. Et la toute-puissance. Peut-être avant de laisser un tour de questions à la salle, est-ce que vous pourriez revenir sur, parce que ça a déjà été évoqué, bon, vous avez évoqué la recommandation de la HAS en 2019 qui montre quand même une évolution dans le secteur de la santé, même si ce n'est pas nécessairement appliqué, etc. Donc, je voudrais que vous reveniez chacune sur les évolutions que vous avez notées justement dans le volet juridique, institutionnel, et en quoi ça a transformé vos pratiques. Ça a déjà été un peu évoqué entre vous tout à l'heure, mais qu'est-ce qui vous semble marquant dans les dernières années et sur lequel vous aimeriez peut-être revenir, et en quoi ça a transformé vos activités? Alors moi je veux bien faire le lien peut-être entre votre question et ce qui s'est dit. Alors nous on travaille de plus en plus avec le secteur de la santé et particulièrement les médecins. On est beaucoup... Alors déjà, on a la chance d'avoir une unité affective et sexuelle qui a été créée à l'hôpital d'Annecy, donc l'antenne de Saint-Julien-en-Genevois. Dès la mise en place de cette antenne, on a travaillé avec elle et régulièrement on fait des réunions un peu pluripro comme vous disiez, donc associations, forces de l'ordre, médecins, infirmières, planning familial, et on remet à jour les connaissances, qui fait quoi, et on a toujours une thématique un petit peu dominante, donc les violences conjugales. Là, la prochaine c'est les violences sexuelles, et ça permet du coup au niveau local en tout cas à tout le monde de s'identifier, de poser les questions sur la mise à jour. Il y a eu notamment en matière de violences conjugales la loi de 2020 qui est passée et qui impose la levée du secret professionnel pour la prise en charge, oui j'imagine bien, pour la prise en charge des victimes de violences conjugales qui présentent un danger imminent et sous emprise, voilà. Donc voilà, on a été aussi sollicité par le Renault pour effectuer une journée dédiée, pour expliquer comment les associations fonctionnent, comment on collabore avec la justice et comment le médecin peut intervenir aussi là-dedans et vers qui il peut se tourner. Nous, on a mis en place sur Chambéry avec l'UMJ une permanence aide aux victimes avec un système de passerelle automatique, c'est-à-dire que ça va être le médecin légiste qui va proposer à la victime un accompagnement psychosocial et il va prendre rendez-vous dans un agenda partagé pour permettre à cette victime d'être prise en charge de façon pluridisciplinaire. Et c'est pareil, là, l'Ordre des médecins du 74 nous a demandé d'intervenir au profit des médecins généralistes du département pour les sensibiliser à quid de la prise en charge des victimes de violences conjugales. Une fois que le médecin a détecté, il va où? Il fait quoi? Parce que ce médecin, il a aussi le droit d'avoir des limites personnelles, des limites de compétences quand il prend en charge la famille, des limites parce qu'ils ne se sont pas capables. Et donc du coup, dans ce cas-là, qui est-ce qu'il contacte, vers qui il va, qui a quelles compétences, et voilà. Et donc c'est vrai qu'il y a
un travail qui se développe de plus en plus avec les partenaires médicaux. Alors il y a eu pendant le Covid le travail aussi avec les pharmacies qui a été intéressant. Et alors pour en venir à... Il y a aussi une forme d'institutionnalisation de la prise en charge des victimes de violences conjugales, que ce soit entre l'État, la justice et les hôpitaux, puisqu'il y a des conventions qui ont été mises en place, normalement qui devraient être mises en place partout au niveau national. Ça a du mal à se concrétiser dans certains endroits, mais il y a cette institutionnalisation qui se fait de plus en plus, de prise en charge globale de ces victimes de violences conjugales. Voilà. Donc en tout cas, nous, c'est vrai que depuis 2019, on travaille de plus en plus avec les professions de la santé, ce qui n'était pas vraiment le cas avant, où chacun avait son petit giron, son petit secteur d'activité, où il y avait moins de passerelles et moins de fluidité entre notre association, les institutions et les services de santé. Après, nous, ce qui a marqué l'évolution, on va dire, la plus récente, ça va être le développement des dispositifs de protection qui ont explosé après 2019, parce qu'il faut savoir que en 2018, déjà, on avait 10 fois moins de dispositifs, donc on devait en avoir 10 pour 2 départements, et sur les 10 dispositifs, il y en avait peut-être 2, voire 3 d'attribués. Donc vous voyez le pic en si peu de temps. Il y a la création de ce bracelet anti-rapprochement, mais le plus marquant, je pense, c'est le travail en réseau qui s'intensifie tout le temps, et ça c'est bien parce que il y a du soutien entre les uns et les autres, on trouve des réponses, on y arrive plus facilement à accompagner une victime avec toutes ces problématiques en fait. Voilà. Donc moi je vais faire une réponse en 2 temps. Une expérience qu'on a portée sur la métropole de Lyon, sur une préfiguration d'une maison des femmes, puisqu'on parle beaucoup des maisons des femmes, et les maisons des femmes telles qu'elles sont vues aujourd'hui sont hospitalo-centrées, et donc voilà, c'est avec une certaine démarche, hospitalo-centrée. Nous on avait proposé, oui mais vous êtes entre les deux et j'y viendrai pourquoi vous... Voilà, et du coup on s'est impliqué, on fait partie de votre groupe et de la réflexion parce qu'elle nous intéresse, vu comment c'est décliné par rapport à l'expérience et que tout le monde connaît de Saint-Denis, où on a un côté plus critique du partenariat et de ce qui se passe. On risque de rater Restart. Pardon ? On risque de rater l'intégration au réseau Restart. Oui, bon. Ouais, bon, donc voilà. Donc, et puis après, je répondrai à la question sur l'institutionnalisation, etc. En 2019, il y a eu, en 2019, l'État a mis en place pas mal d'argent sur la question de la pauvreté, et donc il y a le plan pauvreté qui a été décliné sur les territoires. Qui dit un plan qui est décliné, il y a de l'argent, et donc nous on s'est positionné sur la métropole du Rhône, sur un cofinancement métropole-État pour porter une préfiguration que moi j'ai appelée Maison des femmes parce que ça parlait à tout le monde. Voilà, je l'aurais appelé autrement, voilà. Mais en étant très clair d'entrée, en disant que ce ne serait pas une réflexion hospitalo-centrée, mais une réflexion partenariale avec l'ensemble des acteurs autour de la table. Donc on a porté cette préfiguration pendant 1 an et demi, ce qui est un travail énorme, où pour la première fois sur la métropole de Lyon, qui est quand même un gros territoire, 59 communes, c'est un énorme budget la métropole de Lyon, on a réussi à mettre autour de la table la justice, la police, la région, donc toutes les collectivités, régions, métropoles, départements, les hospices civils de Lyon, bien sûr les droits des femmes, bien sûr les associations d'aide aux victimes, mais aussi les associations de type Amicale du Nid, GAMS, voilà, pour élargir la question des violences à l'ensemble des violences sexistes et sexuelles. Voilà. Alors, pourquoi nous on en a fait quelque chose d'un peu différent ? Parce que notre conviction, c'est que si on ne monte pas le projet d'entrer en partenariat, ça ne peut pas fonctionner. Sur la question de l'institutionnalisation, moi ça fait 30 ans que je bosse sur la question d'égalité femmes-hommes, d'abord, et bien sûr du coup la question des violences sexistes et sexuelles, mais on a d'abord beaucoup parlé d'égalité et la question des violences est arrivée après. On ne va pas faire un cours d'histoire, mais quand même.
après avoir été vues comme étant des féministes pénibles, râleuses, chiantes. Enfin, moi, j'ai un préfet qui m'a dit tout le temps en train de râler. Voilà. Bon, bah oui. Un peu moins, mais voilà, on peut avoir une réputation de chieuse et l'assumer sans absolument aucun problème. Il y a quand même eu un changement, la question du Grenelle, qui est MeToo. Alors MeToo, il n'y avait pas d'argent derrière, hein, c'était simplement, enfin, il y a massivement une parole qui est ouverte, et donc forcément elle finit par être entendue. Moi je rappelle que les femmes ont toujours parlé, simplement on n'était pas entendus. Mais là, il y a en tout cas une parole qui est partie massivement, avec ses avantages et ses inconvénients. On est dans un système où de toute façon il y a des effets balanciers, des fois ça va un peu trop loin, bon, et ben c'est comme ça. Pour que ça avance, il faut quelquefois des révolutions, et les révolutions n'ont pas que du bon, il y a aussi des choses un peu difficiles. Donc la question du Grenelle a quand même mis sur la table un certain nombre de choses. L'argent n'y est pas, qu'on soit clair, l'argent n'y est pas. Quand on est à coût de 10 000 balles de subvention pour accompagner les femmes victimes de violences, un équivalent temps plein dans une asso, c'est 60 000 €, point. Enfin, voilà. Aller chercher 10 000 balles par-ci, 3 500 balles par-là, c'est juste pas possible. Voilà. Donc aujourd'hui, on est confronté à une histoire de moyens. Voilà. Juste pour vous donner un ordre d'idée, alors nous on a un budget important qui est sur l'année 2021 un budget autour de 3,2 millions sur les 4 départements. J'ai 200 lignes de financement pour les sortir. D'accord ? 200 lignes de financement, ça veut dire des budgets prévisionnels, des intermédiaires, des réalisés, du qualitatif, etc. Donc ça veut dire qu'on est des machines à écrire. Non mais voilà, moi je vous invite, on y passe nos jours, nos nuits, machin, pour gratter du truc, pour aller chercher 10 000 balles. Nous n'avons pas de subvention de fonctionnement, ça n'existe plus les subventions de fonctionnement. Et donc après, c'est une parole qui porte beaucoup, et en disant vous ne pouvez pas nous demander d'être partout en nous donnant 10 000 balles pour faire ça. Et ben moi, si j'ai 10 000 balles pour faire ça, je ne fais pas ce qu'il y a à côté. Alors que globalement, c'est bien un tout, c'est bien un ensemble, mais donnez-nous des budgets de fonctionnement, et puis après on justifie ces budgets de fonctionnement. Il n'y a aucune difficulté. Donc le Grenelle a amené un certain nombre de choses. La communication autour du 39-19 a quand même changé la donne. Et que le 39-19, qui a été quand même en danger à un moment donné parce qu'il y a eu une ouverture au marché, et que heureusement qu'on est tous montés au créneau quand même pour dire on arrête, et que du coup c'est bien Solidarité Femmes qui a gardé le 39-19 qui était son numéro qui lui appartenait, et c'est elles qui ont créé ça, c'est pas l'État, c'est quand même Solidarité Femmes qui a créé le 39-19. Qui aujourd'hui s'est élargi avec des écoutantes 24 heures sur 24, etc. Donc c'est bien. Derrière, les CIDF sont le premier réseau sur lequel il s'est renvoyé, et on n'a pas plus de moyens. C'est-à-dire que moi, la subvention droit des femmes n'a pas augmenté depuis 30 ans. 30 ans. Voilà, j'étais sûre. Non mais depuis 30 ans. Là, on me dit... Elle n'a pas baissé. Ce qui est un soutien. Parce que toutes les subventions diminuent puisqu'il y a moins d'argent distribué. Oui, mais c'est un soutien. Non, mais si c'était une petite blague. Voilà. Et donc là, par exemple, elles m'ont dit tiens, on va te donner 3 000 € en plus. Je dis on est clair, je mets rien en face. Moi, je ne mets rien en face. Parce que sur le Ségur de la santé, par exemple, nous, on n'est pas impactés. Mais pour autant, nos salaires ne sont pas terribles, donc il faut quand même qu'on augmente les salaires. Donc je dis moi, je ne mets rien en face. Ça ne me prend même pas l'inflation depuis 30 ans. C'est ça. Donc en termes de moyens, donc, on a les droits des femmes, nous sur la question égalité, vous êtes sur la partie judiciaire, donc on est sur autre chose, mais sur la question de l'égalité femmes-hommes et des violences en tant que telles, il y a les droits des femmes, qui est quand même le ministère le moins bien pourvu, et quand il y a une revendication qui dit 1 milliard pour la question des violences sexistes et sexuelles, c'est pas pour rien. C'est que c'est une misère. On a le FIPD, le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, mais il faut savoir qu'ils ne sont censés que
mettre en mouvement et qu'au bout de 3 ans, ça s'arrête. Donc ça veut dire qu'il faut que le droit commun est récupéré. Alors le droit commun sur la question de l'égalité ou des violences sexistes et sexuelles, c'est juste à pleurer, parce qu'il n'y en a pas. Et donc, du coup, les collectivités ont toute leur place. Mais les collectivités, ça veut dire aller convaincre, collectivité par collectivité, de l'enjeu de la question des violences sexistes et sexuelles. Voilà. Et donc ça, c'est... alors, faut prendre... voilà, j'allais dire son bâton de pèlerin, mais je n'aime pas cette expression, mais bon, parce que c'est pas très laïque, mais bon, pas grave, pour aller convaincre tout le monde, et à chaque fois, on le disait tout à l'heure, une nouvelle élection, et bim, on recommence, et on se retape tous les élus pour leur expliquer ce que c'est, etc. Donc, la question des moyens, là, on a un nouveau quinquennat qui arrive, hein, on a revendiqué et on demande cette fameuse somme. On verra ce que ça donne. Je voulais juste préciser, à propos de financement, que il y a eu une étude extrêmement sérieuse qui a été faite par le cabinet Psytel en 2014 sur le coût économique des violences conjugales par an en France, avec à l'époque il était inclus les répercussions sur les enfants qui ont été, à mon avis, largement sous-estimées, mais c'était quand même entre 3,5 et 4,1 milliards d'euros par an pour les seules violences conjugales et les répercussions pour les enfants. C'était pour donner un ordre d'idée. Quand on vous écoute sur les changements et que vous parlez de modèle Saint-Denis, est-ce que dans les changements, on s'est posé la question plusieurs fois pendant la semaine, des copier-coller des dispositifs parfois, est-ce que du coup aujourd'hui, dans l'évolution, il y aurait des lieux dans lesquels on bataille pour essayer de... Parce qu'il y a des personnes convaincues d'un format particulier, pluriprofessionnel, pluridisciplinaire, etc. Donc est-ce qu'il y aurait des localités, des lieux où on continue à batailler pour un projet propre et des endroits qui se standardiseraient, qui adopteraient des solutions copier-coller et qui auraient des moyens, davantage de moyens? Est-ce qu'il y a une scission qui se fait? Est-ce que c'est simpliste ce que je dis? Mais... Je vais dire je ne sais pas. Alors, non, vas-y. Nous, ça n'engage que moi, ce que je dis. On voit aujourd'hui qu'il y a quand même... le modèle de la Maison des femmes de Saint-Denis est, entre autres, basé sur du partenariat privé. Bon. Avec... la Fondation Bernard Arnault, pour ne pas la nommer. Voilà. Bon. Mais j'ai été les voir au cas où. Voilà. Donc, voilà. Mais, et du coup, on voit arriver un truc qui est quand même très particulier, c'est-à-dire qu'une espèce de captation. Je redis, ça n'engage que moi. Non, mais moi je te suis. Voilà. Une espèce de captation des fonds privés en disant la Maison des femmes, ça doit être ça. Les partenaires financiers qui sont autour de la Maison des femmes de Saint-Denis, ils sont un certain nombre. Et ce certain nombre ne suivra que les maisons des femmes qui ont le modèle de Saint-Denis. Donc Marseille arrive, donc il y a eu un appel de fonds à la générosité, en direction du public, par exemple, plus ses partenaires financiers privés. Et vas-y que j'arrive, que je pose ma maison, enfin j'ai l'impression d'être un peu au Monopoly, je prends mon hôtel, je le pose, je monte mon truc, bon bah tant mieux s'il y a des assos qui viennent ou qui ne viennent pas, etc. Donc on voit ça arriver, et puis il y a une autre asso qui s'appelle Women Safe, parce qu'on ne va pas donner Saint-Germain-en-Laye. Voilà, donc Saint-Germain-en-Laye, qui dit que en fait la Maison des femmes est une émanation de ce que fait Women Safe, donc qui se tire la bourre quand même clairement, et qui a aussi comme volonté de déployer Women Safe ailleurs. Et donc ça arrive en Haute-Savoie. Et donc Women Safe arrive en Haute-Savoie, à Thonon, Thonon-Évian. Il y a Grégoire à Thonon.
Et donc nous, on a été informés puisque au niveau du CIDF de Saint-Germain-en-Laye, les permanences juridiques sont assurées par le CIDF. Et puis, il y a une ancienne juriste qui maintenant fait partie de Women's Safe. Ben voilà. Donc du coup, quand ils sont arrivés, ils nous ont appelés parce qu'ils ont une volonté aussi de déployer leur modèle Women's Safe sur d'autres territoires. Et donc là, le premier des territoires, c'est la Haute-Savoie et une partie de la Haute-Savoie. Donc il y a un effet de marque et un effet pervers de philanthropie. Oui. Alors juste par rapport au copier-coller des dispositifs existants, alors on raisonne beaucoup sur les dispositifs existants pour prendre en charge les victimes de violences conjugales. Il y a aussi des structures qui existent pour prendre en charge les auteurs de violences conjugales dans la logique de prévenir la récidive et d'améliorer la protection des victimes. Alors j'y viens, ce qui est intéressant, c'est qu'en gros chaque territoire fait un peu ce qu'il veut et finance ce qu'il veut. Parce qu'il il va y avoir des structures qui vont être notamment ce qu'on appelle les centres de prise en charge des auteurs, les CPCA, qui vont être financés par des agglomérations. Donc on aura un schéma complet, mais très très local, pris en charge par une agglomération. Quand sur d'autres territoires, et notamment c'est notre cas, on bataille pour essayer de mettre en place un dispositif global au moins sur 2 départements, mais on peine à trouver les financements parce que finalement, au niveau des collectivités, personne ne suit. Au niveau de la région, ils avaient les financements pour un dispositif sur la région, donc ils ont financé le dispositif du Rhône. Donc voilà, donc en fait, chaque territoire est un peu maître aussi d'une dynamique qui veut donner dans la prise en charge des victimes, ou en tout cas dans la prise en charge globale des violences conjugales. Voilà. Après, moi... Je raisonne sûrement comme ça parce que nous, on est vraiment une association judiciaire et on a un regard très, très judiciaire sur ce contentieux. Il manque un maillon dans la chaîne, de mon point de vue, c'est qu'on parle toujours d'accompagner, de sanctionner. Alors, on parle un peu de prévention, mais à mon sens, pas suffisamment. Et on ne parle pas suffisamment de prévention globale. C'est-à-dire que, à mon sens, ce qui manque et ce qui devrait être institutionnalisé, c'est un genre de maison de la conjugalité et de la parentalité. Très en amont, un peu, on a mis en place ce qu'on appelle les maisons France Service pour aider les gens sur des plans administratifs avec des équipes pluridisciplinaires qui sont accessibles aux citoyens qui a des difficultés dans des démarches administratives, des démarches plus juridiques, des démarches plus institutionnelles. Dans la famille, on a aussi des difficultés parfois. Quand on est parent, on a le droit d'être en difficulté, on a le droit de le dire surtout, et l'institution peut nous aider à trouver des réponses. À mon sens, au jour d'aujourd'hui, il y a des choses qui se font de façon un petit peu isolée, mais il n'y a pas de dispositif global. Et donc, du coup, je pense que c'est un frein aussi, alors par mes connaissances, et le fait que ce ne soit pas pleinement public, les gens n'osent pas trop parler de ces problèmes-là. Voilà, c'est un... En tout cas, c'est moi, dans ma pratique professionnelle, ce que je vois, que ce soit au niveau des victimes, parfois elles s'interdisent d'en parler parce qu'elles ne savent pas où aller en parler ou déposer dans un premier lieu. J'identifie ça aussi, cette problématique auprès des jeunes couples. Il y a des auteurs aussi qui se rendent bien compte qu'ils ont un couple dysfonctionnel et qui sont eux-mêmes dysfonctionnels et qui ont envie de faire des choses mais qui vont pas saisir de leur situation et ils vont aller jusqu'au pétage de plomb et jusqu'au désastre. Et il y a aussi tout l'après-violence. L'après-violence, qu'est-ce qui se passe pour ces situations de couple où il y a des enfants ? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est séparé? Comment être étayé? Parce qu'il faut savoir aussi que quand on est séparé, il y a encore un nouveau risque de violence, surtout qui est entretenu par les histoires de mode de garde autour des enfants. Voilà, donc c'est pour ça que j'idéalise un petit peu cette création institutionnelle d'une maison de la conjugalité et de la parentalité qui pourrait être accessible aux citoyens, au même titre que ces espaces France Service ou qui viennent en aide. Oui, voilà. Voilà. J'en ai terminé. Alors, il y a des choses qui... J'ai vu qu'il y avait pas mal de mains qui se levaient. Est-ce que juste Perrine et Pascal voulaient ajouter un mot et après comme ça on peut poser des questions sachant que Nathalie... Je vais partir dans 10 minutes. Ouais, voilà. Moi je voulais juste rajouter par rapport à... Oui, juste rajouter par rapport à la question de départ que
l'institutionnalisation, elle est liée aussi au mode de financement avec les missions d'intérêt général. Je ne sais pas le titre de celle à laquelle on a prétendu et où on a été inclus. Bon, il y a des titres, surcoût de ceci, prise en charge de cela. Donc les missions d'intérêt général, elles sont descendantes et puis après il y a une répartition par les ARS. Ça c'est la première chose. Et sur la question de l'évolution des pratiques, j'avais aussi une réunion de formation aux commissions qui sont mises en place dans le Conseil de l'Ordre 38. Et on se rend compte... Commission violence. Oui, voilà. Et dans les signalements qui sont faits, ils ont ces chiffres. Les derniers qui signalent, ce sont les médecins. Donc, à titre général, je crois que c'est moins de 1% des signalements, malgré 2020, malgré l'obligation, malgré tout ça. Et puis après, 7% c'est par l'éducation nationale, et puis après, bon, ça se répartit entre les voisins, etc., etc. Donc l'évolution, elle est présente, mais lente. Voilà, c'est mes réponses. Mais ne perdons pas espoir. Il y a un truc, il y a un suivi dans le dispositif institutionnel qui coince parce qu'il y a un lieu des juges et parties, enfin, et plutôt d'ailleurs du côté du juge. Et je me demandais comment on résolvait ça du côté des institutions. Parce que nous, c'est facile. Enfin, moi, je me suis pas présentée, mais je suis enseignante-chercheur. Donc, là, du côté de la recherche, c'est facile de voir tout ça. Mais en fait, dans les entretiens, on voit bien aussi que ces femmes sont dans des difficultés et même de rapport de confiance, puisque de toute manière, c'est ce qui s'est joué, le rapport de domination dans la situation de violence conjugale. Donc comment on fait après? Alors, moi, je vais tenter quelque chose. Voilà, sur certains CIDF accompagnent les femmes victimes de violences. Tous les CIDF n'ont pas, en Savoie et Haute-Savoie, par exemple, nous ne faisons pas d'accompagnement de femmes victimes de violences. Donc, du coup, je vais vous donner l'exemple que je connais très bien, qui est celui du Rhône. La différence... Juste, c'est pas que je fuis la réponse, c'est que j'avais prévu que je vais partir à 11h20 et voilà, et c'est l'heure. Donc je suis désolée, mais je m'en remets à ce que tu vas dire, Catherine, qui à mon avis... Donc, merci. Au revoir. C'est un grand débat que vous soulevez, qui est la question du genre ou pas sur l'approche des victimes. Le réseau INAVEM ne fait pas des approches de genre. Il fait une approche de personnes vulnérables, dont des hommes et des femmes, sans pour autant se poser forcément la question de la vulnérabilité des hommes / celle des femmes, et pourquoi, et est-ce que c'est un système, pas un système, etc. Et donc du coup, je vais vous donner l'exemple du Rhône, parce que dans le Rhône, on est 3 associations à porter ces questions-là. Il y a 2 associations qui relèvent du réseau INAVEM, qui sont une association qui a plusieurs services, qui s'appelle l'EMA, qui a plusieurs services, dont un service Info Droit Victime. Voilà. Il y a l'association VIFIL, qui est une association locale, d'abord sur un territoire qui a demandé, qui dépend du réseau Solidarité Femmes, et qui est également association d'aide aux victimes dépendant de l'INAVEM. Et il y a nous. Et donc nous n'avons jamais voulu être association d'aide aux victimes généraliste, parce que notre approche est une approche égalité femmes-hommes, genre, et on considère que nous n'avons pas vocation à être association d'aide aux victimes généraliste. Donc nous ne sommes positionnés que sur la question des violences sexistes et sexuelles, et particulièrement la direction des femmes. Ok, alors on pourra éventuellement discuter des femmes auteurs sur les violences sexistes et sexuelles. On sait quand même que 50% des femmes autrices de violences sont des femmes qui vont se défendre. Et puis après, quand on creuse un peu plus, bon. Donc,
Voilà, je le mets un peu à part. Mais, et donc nous, on est vraiment positionnés sur la question des violences de genre et que on ne peut pas accueillir de la même façon, en termes de protocole, des femmes victimes de violences comme d'autres victimes. Qui est un vrai sujet, puisque nous, ça frotte. Voilà, ça frotte avec, d'une part, une association liée à Solidarité Femmes, mais qui est aussi adhérente de France Victimes. Et puis nous qui arrivons systématiquement sur la question du genre, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question, voilà, on y va, on déconstruit un certain nombre de jugements qui sont en train d'arriver là, parce que malgré les textes, là on voit des trucs qui sont en train d'arriver, qui ne sont pas bons, où on renvoie sur les femmes d'un certain nombre de fautes, alors que c'est pas possible. À Lyon, là, alors qu'on a un proc qui porte plutôt bien ça, mais on ne comprend pas ce qui est en train d'arriver. Et pour moi, très clairement, je pense que la place des associations spécialisées, et c'est pour ça qu'on va demander l'agrément, mais qui ne portent pas de dispositif judiciaire, et c'est très bien qu'on n'en porte pas, nous permet d'avoir une liberté de parole, de dire, là le truc, ça va pas. Et on ne peut pas questionner systématiquement les femmes sur ce qu'elles sont, sans se poser la question plus largement de la place des femmes et des hommes. Voilà. C'est votre collègue que oui, mais alors c'est pas simple, hein, nous après, parce qu'il y a les têtes de réseau, et quand par exemple, notamment la FNCIDF, on est tous montés au créneau, on a fait du lobbying pour obtenir la possibilité d'avoir des agréments spécifiques, et on ne peut le faire que depuis février 2022 quand même. Il faut savoir que France Victimes a écrit un texte, mais sur le fait qu'on était discriminante. Il faut voir ça, c'est-à-dire que le fait de dire qu'on ne veut s'adresser qu'à des femmes victimes de violences, ou en tout cas sur la question des violences sexistes et sexuelles, nous devenions les discriminantes, alors qu'on est positionné sur une question d'égalité universaliste. Enfin, bon, on ne peut pas nous... voilà, il y avait un truc qui n'allait pas. Et on a vu complètement se retourner l'argumentaire en disant c'est nous qui devenons discriminantes par rapport à une association généraliste qui, du coup, ne font pas de différence entre les femmes et les hommes. Bah si, nous justement, on dit il faut en faire. Et là, il y a un sujet qui est évident et que le judiciaire peut entendre en fonction des personnes. Et là, du coup, on n'est plus du tout sur quelque chose d'institutionnalisé, c'est que selon le rapport qu'on peut avoir avec les gens du territoire, parce que pour obtenir l'agrément, hein, là nous on dépose l'agrément, il faut l'avis du territoire. Donc si on n'est pas bien avec le proc, et ben du coup l'agrément on peut s'asseoir dessus. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais faire un commentaire court, parce que dans ces questions, moi, ce que ça m'évoque, et c'est mon prisme, c'est le soin et la santé. La femme qui va être dans un dispositif ou autre, si elle ne dort pas, si son niveau de stress est au plafond, etc., elle ne pourra pas être acteur de ces démarches. Exactement. Et la deuxième chose, ça m'a fait penser qu'on est en train de se creuser la tête sur le financement qui pourrait être uniciste. Mais si on finançait le soin à son coût, on serait, le problème serait, je ne sais pas, 50-90% réglé. Le soin n'est pas financé à son coût parce que le soin des femmes victimes de violences ou qui ont des antécédents de violence, il coûte cher. Il faut s'y mettre à 2, à 3, à 4 pendant 6 mois, 1 an. Et donc on retouche à la politique de santé. On ne va pas parler des hôpitaux. Non. Une autre question pour terminer? On avait prévu un petit temps avant le déjeuner, je me souviens. Est-ce que nous avons... Sinon, je continue les échanges autour d'un café. Et sur la question de l'essaimage. Vous avez évoqué la question de l'essaimage. C'est un vrai sujet aujourd'hui. Hein. Depuis plusieurs années, on voit arriver des appels à projets qui évoquent. Alors moi, je vous l'ai pas dit, mais
ma spécialité, c'est la politique de la ville. Donc, du coup, j'ai beaucoup travaillé les questions de politique de la ville et de finances publiques. Enfin, voilà. Donc, je suis très branchée finance. Enfin, ça tombe bien. De toute façon, pour faire tourner une boutique aujourd'hui, si tu n'es pas branché finance, voilà, pas possible. Donc, du coup, on a vu arriver des appels à projets, hein, essentiellement nationaux, ce qui pose la question des structures plus locales pour pouvoir répondre à ça, parce que ça veut dire qu'il faut avoir les reins solides, etc. Et qui écrivent dans les appels à manifestation d'intérêt ou les appels à projets, qui écrivent qu'il faut être en capacité d'essaimer l'action qui fonctionne sur un territoire. Il faut être rentable. Voilà. Et si vous ne répondez pas à ces critères d'essaimage, de toute façon, vous ne passez pas. Sur l'AMI, ça ne passe pas. Enfin, moi, je l'ai testé à plusieurs reprises. Voilà, ça ne passe pas forcément. Alors que la question de l'essaimage, elle est fondamentale parce qu'on ne prend pas l'hôtel du Monopoly pour le mettre sur un autre territoire sans se poser de questions. L'essaimage, c'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot de mobilisation des acteurs, de mettre les gens autour de la table, de réfléchir, de voir est-ce que la logique qui a été déployée sur tel territoire en fonction de telle histoire, de tel acteur, elle est possible sur d'autres, etc. Donc c'est pas juste ça. Oui, voilà. Je pense qu'il vaut mieux accompagner l'éclosion que parler d'essaimage. Voilà. Donc, et c'est pour ça que moi je suis assez remontée sur ce qui se passe sur la Maison des Femmes, parce que on vient plaquer un truc. On vient plaquer un truc et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Je voulais juste rajouter un petit quelque chose sur le fait que Pascal et moi, on est fondamentalement convaincus, mais c'est normal, c'est notre prisme, que c'est par le soin que se fait la porte d'entrée la plus facile, liée au secret médical, liée à l'alliance thérapeutique que théoriquement... Par rapport à la confiance. Par rapport à la confiance que nous devons tisser, théoriquement, je dis bien théoriquement. Voilà. Ah mais si on est... Ouais, bon, bref. Si, mais vas-y. Non, mais si on est cadenassé, qu'on ne s'écoute pas et qu'on ne voit aucun signal du corps, ni de la parole, ni du mot, ça va être difficile, l'alliance et la confiance. Voilà. Et je rebondis sur le fait que donc l'asso, elle est créée, le diplôme il est créé depuis 2017. Tu parles de maillot manquant de l'asso et des deux, et que personne ne nous sollicite. Ah oui. Personne ne nous sollicite. Ouais. On n'est pas très nombreux à être gynécologue obstétricien porteur d'un DU spécialisé dans les violences. Je crois. En fac de médecine. Je crois que celui-là. La seule. C'est ça. Je n'ai jamais été sollicitée ni dans un groupe de travail, ni dans un rapport d'expertise pour une mutuelle, ni rien. Voilà. Et quand on me demande à moi des interventions, c'est toujours sur les violences du soin. Jamais sur les répercussions en santé des violences du genre. Jamais, jamais, jamais. Ça ne les intéresse pas, ils ne veulent pas regarder. C'est je regarde de côté, j'examine ma patiente en regardant de côté, voilà, pas de problème. Et comment tu fais, Perrine? Parce que si je pose la question, je dois résoudre. Voilà. Voir ne veut pas dire résoudre, mais ça, on a du mal. Oui, donc vous venez de dire que la porte d'entrée, c'est le soin. Je crois qu'il faut se dire qu'il peut y avoir plein de portes d'entrée. Oui, non, mais voilà. Mais vous savez qu'on n'est pas centré. C'est ça. Mais quelle que soit la porte d'entrée, il faut être en santé pour casser le cercle de la violence. Pardon, vous pourrez échanger après autour du café, je vais juste répondre. Mais voilà. Et du coup, c'est se dire que n'importe quel acteur peut être porte d'entrée de la révélation d'une situation de violence. Oui, ça c'est sûr. Et que l'enjeu majeur dans les sensibilisations que nous faisons, ou dans les formations que nous faisons, c'est de comprendre que seul, c'est pas possible, que sur les territoires, il y a des partenariats qui existent et que poser la question ne veut pas se dire résoudre. Par contre, ça veut dire faire émerger la problématique et du coup l'enjeu de l'orientation en direction
des structures spécialisées parce qu'elles existent est majeur. Donc, par exemple, nous, on a plusieurs portes d'entrée, des femmes qui arrivent sur la question « je cherche du boulot, je bosse pas, je voudrais... » Très bien. Questionnement systématique. Nous, on a une action qui s'appelle « Femmes, mères, le choix de l'emploi », 4 qui sont essentiellement en direction des bénéficiaires du RSA. 80% des femmes qui sont dans ces actions sont victimes de violences ou ont été victimes de violences sans révélation. C'est-à-dire qu'on fait sortir les questions, enfin on fait sortir le sujet parce qu'on va aborder, et du coup comme c'est une action sur plusieurs mois, ça nous permet de préparer l'accompagnement. Mais l'enjeu des violences sexistes et sexuelles, vous le savez, hein, c'est systémique, donc forcément la réponse elle est multipartenariale, toujours. Voilà. Et que le fait de communiquer sur l'orientation et d'avoir au moins un document à remettre, c'est-à-dire que si tous les toubibs, parce qu'ils sont référentés, enfin médecins référents, ils disent oh là là on va pas poser la question parce que moi j'ai aussi le mari, parce que moi j'ai aussi les gosses, parce que moi ça, et ben du coup si au moins partout il y avait une petite plaquette à remettre et à nous dire allez voir telle ou telle chose, on est déjà sur des affiches dans le cabinet par exemple. Je ne pense pas que la porte d'entrée soit le soin, mais je pense que si on oublie le soin dans ces prises en charge et si nos facultés ne nous aident pas à former les soignants, ben on va tourner encore un petit peu longtemps. C'est tout ce que je voulais dire. Je suis entièrement d'accord. Oui, non, mais moi aussi. Mais vous le savez. Oui. Merci beaucoup. Merci.